Je suis Fritz Bauer. Je fus nommé aux fonctions de procureur général de Francfort en 1956. J'ai tenté de contribuer à l'élaboration d'un système de justice démocratique en Allemagne, à la condamnation cohérente et légale des injustices nazies ainsi qu'à la réforme du droit pénal. J'étais une figure controversée en raison de mon engagement sociopolitique et dans le système judiciaire allemand de l'après-guerre, je vivais comme en exil. L'engagement individuel et l'engagement pour la justice furent essentiels, en tous les cas pour moi. Je souhaite que les jeunes d'aujourd'hui aient ce même rêve de justice qui fut le mien un jour et qu'ils sentent que la vie a un sens lorsqu'on se bat pour la liberté, la justice et l'unité. Mon unique souhait est que ces crimes ne se reproduisent plus. Ceux qui me connaissent suffisamment savent que j'ai une foi absolue dans la jeunesse allemande et celle du monde entier. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. Malheureusement, nous savons combien les jeunes sont vulnérables dans un monde qui apparaît comme dénué de toute substance et qu'ils sont capables d'adhérer et de succomber aux idées d'un joueur de flûte. Je fus retrouvé mort dans ma baignoire le 1er juillet 1968. Mon appartement, habituellement jonché de manuscrits et de dossiers, était ce jour-là totalement rangé. Je savais que j'étais un homme haï et en danger. Dès que je sortais du palais de justice, je me retrouvais en territoire ennemi. Bien après que Fritz Bauer était l'acteur principal de l'arrestation d'Eichmann. Sa volonté de transmettre des informations aux services secrets israéliens s'est révélée cruciale. Comprenons bien qu'Eichmann était l'un des principaux agents de l'organisation de la solution finale. Il a été arrêté et jugé avec l'aide de Fritz Bauer, qui a rassemblé toutes les preuves pour le mettre en cause. Entre autres, son lien avec Mercedes-Benz, un point d'une extrême importance. C'est un ancien chef SS, maintenant à la tête d'un bureau de cette société, qui avait révélé cette information. En juin 1950, Eichmann décide qu'il est temps pour lui de fuir l'Allemagne. Il se rend en Italie, il se procure un faux passeport et il embarque pour l'Argentine. Un mois plus tard, il débarque à Buenos Aires sous une nouvelle identité et à partir de ce moment-là, il devient introuvable pendant une dizaine d'années. Comment avez-vous retrouvé la trace d'Eichmann ? Grâce à Lothar Hermann. Il m'a contacté alors qu'il vivait à Buenos Aires. Il était là-bas car son père avait émigré en Argentine avec toute sa famille pour fuir l'Allemagne nazie. Il se trouve que la fille de Lothar, Sylvia Hermann, a fait la rencontre d'un jeune homme, Klaus Eichmann, qu'elle fréquente et introduit chez elle. Le fils d'Eichmann ? Oui, bien sûr, elle ne sait pas qu'il est l'aîné des fils Eichmann, et malgré son nom, elle ne fait aucune relation avec le criminel nazi. Et comment ont-ils fait le lien finalement ? Lors d'un repas chez les Hermann, Klaus déclare à la stupeur de Lothar « Il aurait mieux valu pour tout le monde que les Allemands achèvent leur travail d'extermination ». Un an plus tard, Sylvia lit à haute voix à son père un article d'un quotidien argentin évoquant le procès de criminels nazis à Francfort. L'article mentionnait en passant le nom d'Eichmann, signalant qu'il était toujours en fuite. Lothar fait immédiatement le rapprochement avec Klaus.
Sachant que l'Argentine est infestée d'anciens nazis, que le ministère des Affaires étrangères n'a pas été soumis à l'épuration et qu'il ne faut donc rien attendre de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Buenos Aires, il m'écrit une lettre me signalant la présence probable d'Eichmann en Argentine. Comment savait-il que vous étiez celui à contacter? Mon nom était mentionné dans l'article du journal. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? J'ai demandé à Lothar de retrouver l'adresse d'Eichmann. C'est sa fille Sylvia qui s'en est chargée. Je savais que si je faisais une demande d'extradition à l'Argentine, Eichmann en serait immédiatement averti. À la fin de l'année 1959, j'ai la certitude que l'homme repéré à Buenos Aires est bien Adolf Eichmann, et je décide de me rendre en Israël pour communiquer l'information. Là, la décision est prise d'envoyer un agent du Mossad, le service secret israélien, pour s'occuper enfin sérieusement d'Eichmann. Pour Bauer, le cas Eichmann était une priorité. Il était très inquiet quant aux fuites éventuelles à l'intérieur de son propre système administratif, le département allemand des poursuites judiciaires. En 57-58, il se méfiait de ceux qui auraient eu à traiter la demande d'extradition, car même si en Allemagne, Eichmann était considéré comme un assassin, il y avait encore parmi les fonctionnaires beaucoup d'anciens nazis. Ils n'auraient pas pu ne pas prévenir leur vieil ami pour lui conseiller de s'enfuir. Les expériences d'accords d'extradition et les poursuites d'anciens criminels nazis étaient, même en Allemagne, perçues si négativement Que vous pouviez être certain qu'Eichmann aurait été averti de toutes les demandes d'extradition à son encontre. Il se serait caché et ne serait jamais tombé entre les mains de la justice. J'ai entendu la lourde condamnation prononcée par le tribunal. Mon espoir de trouver ici justice a été déçu. Je ne puis accepter cette condamnation. Je comprends fort bien que l'on exige que les crimes commis contre les Juifs soient expiés. Les dépositions des témoins qui ont défilé à la barre m'ont de nouveau glacé le sang, ainsi que cela fut le cas lorsque, conformément aux ordres que j'avais reçus, je dus assister à ces horreurs. J'ai eu le malheur d'être mêlé à ces horreurs, mais celles-ci ne furent pas le fruit de ma volonté. Je n'ai pas eu l'intention de tuer des hommes. Seuls les dirigeants politiques sont responsables de cet assassinat collectif. J'ai essayé de quitter mes fonctions et d'être muté au front pour combattre dans l'honneur, mais on m'a retenu pour poursuivre cette sombre tâche. Maintenant encore, je souligne une fois de plus, ma culpabilité réside dans mon obéissance, dans mon respect de la discipline et de mes obligations militaires en temps de guerre, dans le serment de fidélité que j'avais prêté en tant que soldat et en tant que fonctionnaire. En mai 1960, l'Argentine célébrait les 150 ans de son indépendance. Nous avons profité de cette célébration pour envoyer une délégation de Jérusalem dans un avion spécial. En fait, sa mission était le transport sécurisé d'Eichmann vers Israël. Chaque soir, Eichmann empruntait la même route pour se rendre chez lui en banlieue. Il habitait une petite maison au bord de la discrète rue Garibaldi. Là, l'organisateur du massacre des Juifs vivait avec sa femme et ses 4 fils. Mais le soir du 11 mai 1960, Eichmann n'est pas rentré chez lui. Les agents du Mossad l'attendaient à sa descente du bus. Ils l'ont enlevé, puis interrogé. Le soir même, Eichmann révélait sa véritable identité et son appartenance à l'ASS et au parti nazi. Je n'ai jamais eu les pouvoirs et les responsabilités d'un personnage donnant des ordres. Je n'ai jamais exécuté les exterminations. Si c'est moi qui avais reçu l'ordre de les exécuter, je ne me serais pas réfugié derrière de faux prétextes. J'ai déjà dit au cours de mon interrogatoire, comme il n'y avait pas moyen d'échapper à l'obligation d'obéissance, je me serais logé une balle dans la tête afin de résoudre ainsi le conflit entre la conscience et le devoir. Je ne me suis pas dérobé. Les 3500 pages du procès verbal de mon interrogatoire le prouvent. Ce que j'y ai dit constituait en quelque sorte une première tentative pour contribuer sans réserve à l'éclaircissement des faits. J'ai commis quelques erreurs quant à l'exactitude de certains faits, mais on aurait dû me donner la possibilité de les rectifier. Après une période de 16 à 20 ans, on ne peut porter à ma charge de telles erreurs, et on ne peut appeler la bonne volonté dont j'ai fait preuve ruse et mensonge. Mon examen de conscience, je ne puis le faire qu'en mon fort intérieur. En procédant à cet examen, je dois ignorer le sentiment que je ressens d'être innocent d'un point de vue juridique. S'il ne tenait qu'à moi, je demanderais maintenant pardon de ma propre initiative au peuple juif.
et je reconnaîtrai que la honte m'accable à la pensée de l'injustice dont les Juifs ont été victimes et des actes commis à leur encontre. Cependant, il est probable, à la lumière des attendus du jugement, que cela serait considéré comme une hypocrisie de ma part. Je ne suis pas le monstre que l'on veut faire de moi. Pendant les 8 jours que dura l'attente qui devait ramener les Israéliens et leurs prisonniers en Israël, Eichmann fut attaché à un lit. C'est la seule chose dont il se plaignit. Et le 2e jour de sa captivité, on lui demanda de déclarer par écrit qu'il n'avait pas d'objection à être jugé par un tribunal israélien. Bien entendu, la déclaration a été préparée à l'avance, et il était seulement censé la recopier. Mais, à la surprise générale, il tint à rédiger lui-même son texte. Pour ça, il se servit probablement des premières phrases du texte pré-rédigé, comme on peut s'en apercevoir en lisant sa lettre. Je, sous-signé, Adolf Eichmann, déclare par la présente et de mon plein gré que ma véritable identité ayant été découverte, je comprends clairement qu'il est inutile de tenter d'échapper plus longtemps à la justice. Je déclare par la présente que je suis prêt à aller en Israël pour y être jugé par un tribunal compétent. Il va de soi et il est entendu que j'aurai droit à un conseil juridique. Il a probablement recopié jusqu'ici. Et j'essaierai de relater par écrit les faits concernant mes dernières années d'activité publique en Allemagne, sans les embellir, afin que les générations futures aient une description exacte. Et j'affirme avoir fait cette déclaration de mon plein gré, sans qu'on m'ait fait aucune promesse et sous l'impact de nulle menace. Je désire être enfin en paix avec moi-même. Signé Adolf Eichmann, Buenos Aires, mai 1960. À Buenos Aires, on s'est jeté sur moi. On m'a enchaîné pendant 1 semaine à un lit et rendu inconscient par des injections que l'on m'a faites. J'ai été conduit à l'aérodrome de Buenos Aires. De là, on m'a fait sortir d'Argentine par avion. On ne peut manifestement attribuer cela qu'au fait que l'on me rendait responsable de tout. La raison réside dans le fait que certains national-socialistes de l'époque ont propagé des mensonges à mon sujet. Ils ont cherché à se disculper à mes dépens ou à créer une confusion. Il est stupéfiant qu'une partie des organes de presse et d'autres publications se soient fait l'écho mensonger pendant 15 années. C'est cela la cause des conclusions erronées. C'est cela la cause de ma présence ici. Je remercie mon défenseur qui a défendu mon droit. Je suis profondément convaincu que j'ai à rendre compte d'actes que d'autres ont commis. Je dois supporter ce que le sort me réserve. Adolf Eichmann monta à l'échafaud avec beaucoup de dignité. Il avait demandé une bouteille de vin rouge et il en but la moitié. Il refusa le secours du pasteur protestant qui lui proposa de lire la Bible avec lui. Il n'avait plus que 2 heures à vivre et n'avait donc pas de temps à perdre. Il fit calmement le trajet de 50 mètres entre sa cellule et la chambre d'exécution en se tenant très droit, les mains liées derrière le dos. « Je n'en ai pas besoin, dit-il quand on lui offrit la cagoule noire. » Il se dominait entièrement. Mieux, il était tout à fait lui-même. Rien n'aurait pu mieux le démontrer que la bêtise grotesque de ses dernières paroles. Il commença par déclarer avec insistance qu'il n'était pas chrétien et ne croyait pas à une vie dans l'au-delà. Puis il continua. « Dans peu de temps, nous nous reverrons. C'est le destin de tous les hommes. Vive l'Allemagne, vive l'Argentine, vive l'Autriche. Je ne les oublierai pas. » Devant la mort, il avait trouvé ces phrases toutes faites qu'on dispense dans les oraisons funèbres. Sur l'échafaud, sa mémoire lui joua un dernier tour. Euphorique, il avait oublié qu'il assistait à sa propre mort. Comme si, en ces dernières minutes, il résumait la leçon que nous a apprise cette longue étude sur la méchanceté humaine. La leçon de la terrible, de l'indicible, de l'impensable banalité du mal.
membre de la bannière noir-rouge-or, qui était en quelque sorte une contre-organisation hostile au SA, le service d'ordre du parti nazi, et qui agissait comme une parade pour les partis démocratiques. Vous étiez souvent impliqué dans des bagarres énormes avec les SA. En 1933, vous avez établi un plan pour prendre le contrôle de la station ferroviaire de Stuttgart, gérer le trafic dans le sud de l'Allemagne, espérer un arrêt de la circulation, provoquer une grève générale. Mais les autorités ont sifflé la fin de l'action, et peu après, vous avez été mis en prison, au camp de concentration d'Heuberg. Finalement, vous êtes sorti, et vous avez été contraint de démissionner de vos fonctions. À cette époque, vous étiez juge de cour municipale. Vous avez donc décidé d'émigrer assez rapidement pour rester en vie, au Danemark d'abord, puis en Suède en 1943, pour fuir l'occupation allemande. Après cette vie d'exil, comment s'est passé votre retour en Allemagne à la fin de la guerre? Croyez-moi, j'ai connu l'exil. La première fois que je suis rentré, je conduisais de Hambourg à Hanovre, et ma première rencontre avec un jeune homme allemand a eu lieu. Il se tenait au bord de l'autoroute, il faisait du stop. J'étais vraiment content de le rencontrer, même si j'étais alors un vieil homme grincheux et qu'il était encore tout jeune homme. Il me parla de lui, de ses expériences personnelles, de ses expériences humaines. Nous n'avons pas parlé de politique, mais de lui, des choses qu'il aimait, des choses qu'il aimerait avoir, des expériences qu'il souhaiterait vivre. À ce moment précis, je décidai de revenir d'exil. Car je me suis dit, voilà une jeunesse qui a compris que ce qui est précieux et essentiel, c'est l'engagement humain. Dès son retour d'exil, une des premières investigations que Bauer décida d'entreprendre en 48-49 concernait le secrétaire d'État Globke, alors en poste au bureau fédéral du chancelier. Cela lui valut d'emblée une profonde hostilité à travers toute l'Allemagne. Globke était le secrétaire d'État du chancelier Adenauer, son bras droit, pour ainsi dire. Vous n'aviez pourtant pas besoin de chercher longtemps pour trouver des preuves contre Globke. Il suffisait de lire le registre des lois qu'il avait coécrites pour se rendre compte qu'il avait activement participé au processus d'épuration raciale. Globke avait été un rédacteur enthousiaste de la législation anti-juive, prenant une approche plus pragmatique que les lois dites de Nuremberg, une approche qu'on pourrait résumer par comment persécuter les juifs dans la pratique. Par exemple, la lettre J devait apparaître en grand sur les passeports. Toutes les femmes devaient également porter le prénom additionnel de Sarah, et les hommes celui d'Israël, aussi ajouté sur les passeports. Ainsi pouvaient-ils être immédiatement identifiés lors de chaque contrôle policier. Toutes ces lois raciales honteuses ont été adoptées. Des choses terribles sont arrivées lors de leur application. Globke resta à son poste jusqu'à l'âge de sa retraite en 1963, au moment du procès d'Auschwitz, et rien ne lui est jamais arrivé. Aujourd'hui, c'est impensable d'imaginer que ça puisse être possible. Le fait que Globke ait pu rester en place aussi longtemps fut pour moi l'une des plus grandes incompréhensions de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. J'ai été dévasté par tous ces scandales des premiers moments de la République fédérale, car nous pensions que nous construirions une nation luttant pour un éclaircissement. Et qu'avons-nous trouvé? Une nation incapable et peu disposée à un éclaircissement. Nous ne savons toujours pas si la route sera longue et combien de décennies seront nécessaires pour que ce pays se penche enfin sur son histoire. Puisque la plupart d'entre ceux qui ont construit la nouvelle Allemagne étaient, sinon personnellement et directement acteurs, mais du moins impliqués dans le système nazi, par association avec leur famille, ils ont essayé de minimiser, de dissimuler tout. Bauer était une des principales figures qui ait défié et se soit opposé à l'inqualifiable esprit de son époque. Et à cause de cette opposition, il a dû souffrir de nombreuses attaques infondées. Il me disait souvent que chaque fois qu'il mettait un pied hors du palais de justice, il entrait dans un territoire étranger et hostile. Ce qui est si important et si intéressant dans l'action de Bauer, c'est qu'il a transcendé l'idée de nationalité. Il n'a pas agi sous couvert d'une conspiration juive. C'est au contraire une conspiration contre un chapitre sombre de l'histoire allemande qu'il a guidé. Je raconte souvent une anecdote à son sujet qui me semble bien révéler sa personnalité. Bauer était juge pour enfants. Avant chaque procès, il souhaitait s'entretenir avec les jeunes délinquants. À chaque fois, les jeunes se livraient à lui et avouaient leurs délits. Même les plus tenaces ne résistaient pas et passaient aux aveux. Ils s'ouvraient sans réserve. Une fois, Bauer a convoqué un jeune dans son bureau. Et alors qu'il s'allumait une cigarette, le jeune lui a demandé s'il pouvait lui en donner une.
Bauer a plongé la main dans la poche de sa veste, a sorti le paquet de cigarettes et lui a dit « Prends tout le paquet, et fais attention de ne pas te faire attraper. » Les jeunes délinquants n'avaient pas le droit de fumer. Bauer considérait beaucoup de choses avec idéalisme, mais souvent on l'empêchait de les mettre en application. Elle restait à l'état de théorie. Mais ce n'était pas un rêveur. Peu d'hommes ont su suivre son chemin. Le 20 juillet 1944, Hitler réunit son état-major dans son quartier général, en Prusse orientale, pour parler de nouveaux déploiements de troupes. Klaus von Stauffenberg, chef d'état-major à Berlin, est aussi à la tête de l'opération secrète de résistance allemande, appelée Opération Valkyrie, qui avait pour objectif de tuer Hitler et de renverser le régime nazi au moyen d'un coup d'État militaire. Stauffenberg est donc convoqué à cette réunion et après plusieurs tentatives avortées, il choisit ce moment pour tenter personnellement un attentat contre Hitler. Il place une bombe sous la table des discussions, il parvient à sortir de la salle et il assiste, non sans soulagement, à l'explosion. À ce moment-là, il est persuadé qu'Hitler meurt dans l'attentat. Il apprendra, trop tard hélas, qu'il en réchappa miraculeusement. Stauffenberg rentre à Berlin et initie le coup d'État, mais il est stoppé net par le général principal Reimer, qui, comme commandant de la garde militaire, obtient l'information qu'Hitler est toujours en vie et donne l'ordre d'arrêter les conspirateurs, qui seront tous exécutés. En 1952, alors que vous êtes procureur de la République de Braunschweig, vous mettez en accusation Reimer et vous obtenez qu'une procédure s'ouvre pour le juger. Comment avez-vous obtenu que ce procès ait lieu? Ce qui s'est passé, c'est que le descendant de l'un des conspirateurs exécutés a engagé des poursuites contre Reimer lorsqu'il a su qu'il les avait publiquement insultés. En tant que procureur général, j'avais le droit de m'emparer de cette affaire. D'un côté, je voulais obtenir la réhabilitation des conspirateurs du 20 juillet. De l'autre, je voulais souligner le droit à la résistance contre une dictature totalitaire et ainsi faire taire le mépris et les diffamations de Reimer à l'encontre des membres de cette résistance. Fritz Bauer a construit son accusation autour de la notion de tyrannicide. Il s'est référé à l'ancien droit allemand, le même droit que les nazis ont toujours invoqué. L'article sur lequel il s'est appuyé stipule que lorsque le leader, le chef d'une nation, agit injustement ou trompe son peuple, tout homme libre a le droit de le tuer. Reimer a été reconnu coupable et condamné à 2 mois de prison, mais ce n'était pas cela l'important. Bauer a même oublié, lors de son dernier plaidoyer, de demander des dommages et intérêts. Son attitude prouve typiquement qu'il était davantage intéressé par la réhabilitation que par la réparation. Et il a gagné. Il a obtenu que les conspirateurs soient réhabilités et leur honneur restitué. Reimer avait, lors de son procès, avancé l'argument que les conspirateurs du 20 juillet 1944 étaient coupables de haute trahison. C'était particulièrement sinistre de persister dans cette même idéologie passéiste. Il s'était justifié en affirmant qu'ils avaient prêté serment à Hitler et que ce serment devait empêcher les conspirateurs de tenter des actions contre le Führer, même s'il était criminel. Ce système, et c'est ce que Bauer a démontré lors de son dernier grand plaidoyer, le système national-socialiste n'était pas légitime du tout. Il était monstrueux. Et il a soutenu qu'il était impossible légalement de créer un acte de haute trahison contre un monstre. Les délits contre un tel système étaient donc inopérants. Reimer, peu après son procès, fut le cofondateur et le vice-président du Parti socialiste du Reich,
qui a été interdit et déclaré non conforme par la Cour fédérale d'Allemagne. Diriez-vous que ce parti est anticonstitutionnel? Oui, en tenant compte de ce que j'ai entendu, oui, absolument. Vous avez mentionné la présence d'un grand nombre de jeunes gens lors de la fondation du parti à Hanovre. Pensez-vous que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas retenu la leçon de ses pères? Je n'ai qu'une seule chose à dire. J'espère de tout cœur et avec passion, avec tout le pouvoir de ma volonté, de ma pensée et de mes rêves, qu'ils trouveront la force et qu'ils résisteront à l'appel de ce chemin tortueux. J'admets qu'il serait parfois aisé de se laisser aller au désespoir lorsqu'on voit l'énormité de la tâche. Les procès ne sont que la partie immergée de l'iceberg, surtout ils ne sont que le point de départ. Il n'y a pas un domaine de la pensée, de la théologie à la sociologie dans lequel il ne serait pas utile d'intervenir. Alors, je dis ce que je dis à chaque fois. Nous devons rester ensemble et nous atteler à la tâche que constitue cet éventail fondamental de sujets. Lors de la création de la République fédérale d'Allemagne, notre travail avait été prémâché. Nous sommes une démocratie, nous avons adopté la séparation des pouvoirs, nous sommes une démocratie parlementaire avec un gouvernement redevable. On a l'impression d'avoir une multitude d'institutions. En outre, nous avons les droits de l'homme, vous pourriez dire c'est suffisant. Tout est déjà inscrit d'un point de vue légal, tout est solide. Mais je vais vous faire un aveu d'être humain que je me dois de partager avec vous. Vous pouvez écrire des lois, vous pouvez faire des amendements, vous pouvez rédiger les plus parfaites constitutions, mais vous avez besoin du bon peuple pour les vivre. Ces moments sont en réalité les seuls moyens dont on dispose pour formuler ce chaos vicieux et maléfique qu'était Auschwitz. Ces moments apparaissent de façon inattendue, tels des oasis dans le désert. Ce sont des anecdotes, et elles disent avec une brièveté extrême ce qu'il en était. Il y a le jeune homme qui sait qu'il va mourir et écrit avec son sang sur les murs du baraquement Andreas Rapaport qui vécut 16 ans. Il y a l'accusé Boger qui, découvrant un enfant qui mange une pomme, l'attrape par les jambes, lui fracasse la tête contre le mur et tranquillement ramasse la pomme pour la manger 1 heure plus tard. Il y a le prisonnier qui tient ceux qui ont été sélectionnés pour se faire tuer avec une méticulosité médicale par clear, au moyen d'injections de phénol. La porte s'ouvre, entre le père de ce prisonnier. Quand tout est fini, il dit « J'ai pleuré et j'ai dû porter moi-même mon père ». Le lendemain, Clear lui demande pourquoi il a pleuré. S'il lui avait dit, il aurait laissé vivre son père. Pourquoi le prisonnier ne lui avait-il pas dit? Avait-il peur de Clear? Quelle erreur! Il était tellement de bonne humeur ce jour-là. Enfin, il y a la femme qui est venue de Miami témoigner à Francfort parce qu'elle avait lu les journaux et vu le nom du docteur Lucas. L'homme qui a assassiné ma mère et ma famille m'intéresse, dit-elle. Elle raconte comment cela s'est passé. Elle était arrivée de Hongrie en mai 1944. Je tenais un bébé dans les bras. Ils ont dit que les mères pouvaient rester avec leurs enfants. Donc, ma mère m'a donné le bébé et m'a habillée de façon que je paraisse plus âgée. La mère tenait un 3e enfant par la main. Quand le docteur Lucas m'a vue, il a probablement compris que le bébé n'était pas de moi. Il l'a pris et l'a lancé à ma mère. La cour aperçoit tout de suite la vérité. Peut-être avez-vous eu le courage de sauver le témoin.
demande-t-elle au docteur Lucas, qui, après une pause, nie tout. Et la femme, qui semble encore ignorer les règles en vigueur au camp, où toutes les mères avec enfants étaient gazées dès leur arrivée, quitte le tribunal, sans avoir pris conscience que elle, qui était venue découvrir le meurtrier de sa famille, avait en réalité été confrontée à celui qui lui avait sauvé la vie. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme décide de porter le monde sur sa tête. J'ai vu, de façon claire, à Auschwitz, l'État commettre des crimes. C'était indiscutablement des criminels. Ils participaient à ces crimes pour leur avancement personnel, avec opportunisme, complaisance, conformisme. Avec peur aussi. Peut-être aussi avec peur. Toutes ces choses-là sont humaines. Les gens ne veulent pas entendre qu'il a des limites et qu'il y a des choses auxquelles on ne peut jamais participer. Nous sommes probablement d'accord pour dire que le problème d'Auschwitz ne commence pas aux portes des camps d'Auschwitz et de Birkenau. Il a fallu transporter les gens là-bas. Nous parlons d'une quantité importante, très importante de personnes. C'est ancré profondément dans l'inconscient collectif allemand. Je dis cela sans le moindre jugement, je le dis simplement comme un fait social. Notre loi fondamentale commence par ces mots: la dignité de l'homme est inviolable, l'honorer et la défendre sera le mandat de toute suprématie étatique. Le procès que j'ai mené à Francfort, le procès d'Auschwitz, a eu lieu pour montrer au monde qu'une nouvelle Allemagne, une nouvelle démocratie allemande a la volonté d'honorer la dignité de chaque être humain. Ce qui est terrible, c'est qu'il ne reste rien des autres camps d'extermination. Auschwitz recèle un intérêt historique car les SS ont dû s'enfuir rapidement et n'ont pas pu brûler tous les documents. En République fédérale d'Allemagne, nous avons une loi fédérale sur la société civile. Nous avons aussi une loi militaire qui dit qu'aucun soldat ne doit exécuter un ordre s'il implique de commettre un crime. Ce n'est même pas le meurtre qui est mentionné ici. Mais dans le cas présent, il s'agissait bien avant tout et surtout de meurtre. L'accusation attendait depuis décembre 1963 qu'un des accusés, c'est-à-dire une des personnes directement impliquées, s'adresse aux témoins qui avaient survécu et dont les familles avaient été décimées, et prononce une parole contenant une part d'humanité. Le monde entier respirerait et serait soulagé. Pas seulement l'accusation à Francfort, mais l'Allemagne, le monde entier, toutes ces familles endeuillées de toutes ces victimes décédées à Auschwitz. Ce serait vraiment une bouffée d'air frais si seulement l'un d'entre eux pouvait dire un mot. Excusez-moi le cas. Avez-vous assisté à des pendaisons? Je n'ai rien eu à voir avec aucune exécution, quelle qu'elle soit. Avez-vous entendu parler d'ordres aussi rapportants? En avez-vous transmis? J'en ai certes entendu parler, mais je n'en ai personnellement jamais transmis. Quelle était votre réaction à de tels ordres? Je me suis toujours gardé de poser en haut lieu des questions sur la légitimité des exécutions dont j'entendais parler. Accusez-moi le cas. Avez-vous vu la potence? Non, je n'ai jamais mis les pieds dans le camp. Vous prétendez qu'en tant qu'adjoint du commandant, vous n'avez jamais pénétré dans le camp? C'est la pure vérité. Ma tâche était exclusivement d'ordre administratif. Je ne séjournais que dans les locaux de l'administration. Où se trouvaient ces locaux? Dans les casernes, hors de l'enceinte du camp. N'avez-vous pas vu sur le camp? Pas que je sache. Accusez-moi le cas. Vous habitiez à proximité immédiate du camp. Dans le règlement, il est dit que vous aviez à rendre compte au commandant de tout ce qui avait lieu dans le camp, à étudier toutes les affaires secrètes, ainsi qu'à former idéologiquement des équipes de garde. N'avez-vous jamais eu à connaître, dans cette position, des châtiments exercés dans le camp? Une seule fois, j'ai eu sous les yeux la copie d'une circulaire à effet rétroactif sur l'autorisation de la peine de bastonnade. N'aviez-vous jamais à enquêter sur des motifs de pendaison, d'exécution? Cette tâche n'était pas de mon ressort. Quelle tâche aviez-vous donc en tant qu'adjoint du commandant? Calculer les prix, répartir la main-d'œuvre, étudier les dossiers.
En outre, j'accompagnais le commandant lors des réceptions. À qui rendait-on compte des décès parmi les détenus? Je ne sais pas. Ne saviez-vous pas... Peut-être à la section politique. Ne saviez-vous pas que 100 à 200 détenus mouraient journellement? Je ne me souviens pas. On est tenu à jour des listes permanentes d'effectifs. Il y avait par jour 10 à 15 défections. Mais je n'ai pas entendu parler à l'époque de chiffres, de l'ordre de ceux que vous venez de donner. Excusez-moi le cas. Ne saviez-vous rien des liquidations en masse dans les chambres à gaz? Je n'en ai rien su. N'avez-vous jamais observé la fumée des crématoires qui était visible sur des kilomètres? C'était un camp immense, avec une proportion normale de décès. Ces morts étaient brûlés, voilà tout. N'avez-vous jamais observé l'état des détenus? C'était un camp disciplinaire, les gens n'étaient pas là en villégiature. N'avez-vous pas, en tant qu'adjoint du commandant, fonction de savoir comment les détenus étaient hébergés? Je n'ai jamais eu de plainte à entendre. Ne parliez-vous jamais au commandant de ce qui se passait dans le camp? Non, il ne se passait rien de particulier. Quelle était la fonction du camp, à votre avis? Dans un camp de détention préventive, les ennemis de l'État devaient être rééduqués vers d'autres conceptions. Il ne m'incombait pas de remettre ceci en cause. Saviez-vous ce que signifiait l'expression de traitement spécial? C'était une affaire secrète du Reich, je ne pouvais rien en savoir. Celui qui y faisait allusion était puni de mort. Mais vous en saviez quelque chose. Je ne puis répondre à cela. Ces gens ont été brûlés, tués d'abord et brûlés ensuite. Leurs bagages n'ont pas été détruits ou brûlés. Leurs bagages ont été traités avec grand soin. Je me pose une question. Où se trouve tout ce qu'ils possédaient? On ne peut pas dire qu'ils faisaient partie des plus pauvres d'Europe. Ils possédaient des commerces, des maisons, des champs, des terres, des voitures, des vélos, des radios, des meubles. Qu'est-il arrivé à ce qu'ils n'ont pu prendre avec eux? Ils avaient des comptes en banque, des biens. Où pouvez-vous acheter une maison d'une valeur de 100 000 marks pour à peu près 2 000 marks? Ou une parcelle de terrain d'environ 20 000 marks pour 1000 marks? Leurs biens ont été dilapidés dans des ventes aux enchères. Dans le même temps, les employés d'Auschwitz, spécialement ceux du département politique, faisaient des paquets pour les envoyer chez eux, via la poste militaire. La Gestapo, qui interceptait ces paquets, remarquait qu'ils étaient particulièrement lourds. Lorsque les SS en ouvraient quelques-uns pour voir ce qu'ils contenaient, ils y trouvaient de l'or fondu provenant de dents en or extraites des bouches des victimes des chambres à gaz. On peut discuter le nombre exact de victimes tuées à Auschwitz, il est proche d'1 million. Mais je peux vous assurer qu'aucune ne fut tuée sans être pillée, pas une seule. Si vous étudiez les perspectives d'Auschwitz, vous pouvez dire qu'il s'agissait d'un immense vol. Et la conséquence de cet immense vol, c'était le meurtre de masse, nécessaire pour permettre ce vol. Les personnes qui étaient tuées à Auschwitz l'étaient comme sur une chaîne de montage d'usine. Sauf qu'ici, on valorisait des restes humains. Cheveux, dents en or, chaussures, vêtements, tout, absolument tout. Jusqu'ici, personne n'avait entrepris cette horreur. Ces montagnes de corps sont le fondement de l'histoire allemande et vont déterminer son avenir pour un long moment. Les nouvelles générations seront obligées d'y faire face et de le considérer encore et encore. Bien sûr, les nouvelles générations, les jeunes d'aujourd'hui sont innocents à tout point de vue. Historiquement, politiquement, moralement, complètement innocents. Mais ils portent la responsabilité de la route à suivre et de la manière d'appréhender cette époque de leur histoire. C'est aussi un défi pour notre humanité, une question de vie ou de mort. Lorsqu'il nous sera demandé des comptes sur ce qui a été clairement inhumain et qui a violé toute dignité, nous ne pourrons pas nous contenter de répondre que cette horreur fait partie du passé. Il faut être capable aujourd'hui, et la majorité des religions et l'éthique nous le demandent, de crier bien fort « Non, tout ceci est hors de toute humanité ». C'est le fondement de toute éthique et de chaque droit humain.
Nous savons qui a introduit le Zyklon B dans les chambres à gaz et nous savons pourquoi. Pour des raisons pratiques et d'efficacité. Nous savons qui procédait aux exécutions à l'endroit du mur noir. Il s'agissait là d'un jeu malsain et qu'en échange, les SS obtenaient des contreparties. Ce que nous ignorons, c'est qui a imaginé faire du profit en récupérant des cheveux pour en faire des vêtements ou des dents en or pour les fondre. Ce qui est certain, c'est que les gentlemen de la Reichsbank ont accepté cet or avec reconnaissance. Que faisait-on des bagages une fois la sélection opérée? On les emmenait aux effectifs où ils étaient triés et emmagasinés. Quelle était la taille des effectifs? Ils comprenaient 35 baraquements. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur en ce qui concerne le volume et la valeur des biens saisis? Selon un bilan portant sur la période du 1er avril 1942 au 15 décembre 1943, les biens saisis en argent, devises, métaux précieux et bijoux se montaient à 132 millions de marques. À quoi s'ajoutaient 1900 wagons pleins de vêtements et de tissus d'une valeur de 46 millions de marques. Et ceci était avant la période des grands convois. Qui se chargeait de ces valeurs? Les valeurs étaient transférées à la Reichsbank ou bien au ministère de l'économie du Reich. Les bijoux étaient fondus, les montres distribuées aux troupes. Tout le monde pouvait décider pour lui-même d'être bon ou mauvais à Auschwitz. Qu'est-ce qui change plus souvent et plus vite que les humeurs? Et que reste-t-il de l'humanité d'un homme qui leur a entièrement cédé? Entourés par une provision sans fin de gens de toute façon destinés à mourir, les SS pouvaient réellement faire ce qui leur plaisait. Ce n'étaient assurément pas eux les principaux criminels de guerre. Ils étaient les parasites des grands criminels. Quand on les voit, on commence à se demander s'ils n'étaient pas pires que ceux qu'ils accusent aujourd'hui d'avoir causé leur malheur. Non seulement les nazis, par leurs mensonges, ont élevé le rebut du genre humain au rang d'élite, mais ceux qui ont vécu au nom de l'idéal nazi de la dureté et en sont encore fiers, étaient en fait de la gelée. Tout se passe comme si leurs humeurs toujours changeantes leur avaient enlevé toute substance. La surface solide de l'identité personnelle, être bon ou mauvais, tendre ou brutal, un idiot idéaliste ou un pervers sexuel cynique. Presque aucun SS n'a pu prétendre ne pas avoir sauvé la vie de quelqu'un s'il était d'humeur idoine. Et la plupart des survivants ont dû leur vie à ces sauveurs. La mort était le chef suprême au camp. Mais à ses côtés, c'est l'accident, le hasard le plus scandaleux et le plus arbitraire, incorporé dans les changements d'humeur des serviteurs de la mort, qui a déterminé le destin des détenus. Nous pouvons grossièrement répartir les criminels nazis en 3 catégories. La première est sûrement la plus importante et souvent négligée aujourd'hui. Elle était constituée des nazis convaincus et conscients, c'est-à-dire tous les gens qui, de manière volontaire, avaient embrassé une idéologie inhumaine. Ce sont les gens que j'ai vus. Lorsqu'Hitler était une étoile montante à Munich, lorsque j'étais étudiant à l'université. Exactement le type de nazis que nous avons vu après, et qui constituait une part considérable de la population allemande. Ces personnes avaient embrassé une idéologie inhumaine et volontairement cruelle. Tout comme il y a des gens aujourd'hui qui, lorsque vous prononcez le mot d'humanité, vous accusent immédiatement d'être sentimental, car ils associent la compassion à la faiblesse, une faiblesse larmoyante. C'est moi. Le nom de Lili Toffler vous est-il connu? Oui, Lili Toffler était une jeune fille très jolie. Elle fut arrêtée pour avoir écrit une lettre à un détenu. Cette lettre fut découverte alors qu'on essayait de la lui faire passer. Lili fut interrogée. On voulait qu'elle donne le nom du détenu. Boger dirigeait les interrogatoires. Sur son ordre, elle fut conduite au bloc 2. Là, on la fit se tourner nue vers le mur plusieurs fois de suite, et tout fut fait comme pour l'exécuter. A-t-elle été... On donnait les commandements, mais ce n'était qu'un jeu. Elle finit par supplier à genoux qu'on l'exécute. A-t-elle été exécutée? Oui, j'étais emprisonnée dans le bunker quand on y enferma Lili Toffler et 2 autres détenus qui étaient mêlés à l'histoire de la lettre. Pendant mon séjour là-bas, j'ai eu droit une fois, grâce à la bienveillance du détenu Jacob, responsable de la surveillance du bunker, d'utiliser la salle des douches. Mais soudain, Jacob m'a poussé dans la pièce à côté. Par la fente de la porte, j'ai vu passer Lili Toffler que Boger conduisait vers les douches. J'ai entendu 2 détonations et j'ai vu, après le départ de Boger, la jeune fille morte sur le sol. Fabulation. Les 2 autres détenus furent liquidés ensuite par Boger dans la cour
devant le mur noir. Accusé Bauger, vous souvenez-vous de ceci? L'exécution de Lily Toffler est conforme à la vérité. Elle était, en tant que secrétaire à la section politique, détentrice de secrets et ne devait prendre de contact avec aucun autre détenu. Je n'ai rien eu à voir avec son exécution. Je fus, à ce moment-là, aussi ému de sa mort que le responsable du bunker Jacob à qui les larmes coulaient des yeux. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y avait dans cette lettre? Non. Témoin. Saviez-vous ce qu'il y avait dans cette lettre? Lily Toffler demandait dans cette lettre s'il leur serait encore possible de vivre un jour après ce qu'ils avaient vu ici et ce qu'ils savaient. Je me souviens aussi qu'elle demandait à son ami s'il avait reçu sa lettre précédente. Il y était question aussi de nouvelles réconfortantes dont elle avait entendu parler. Saviez-vous à quel détenu la lettre était adressée? Oui. Lily Toffler a-t-elle donné son nom? Non. On a fait rassembler les détenus sur la place d'appel et Lily devait le dénoncer. Je la revois encore parfaitement debout devant lui, le regarder dans les yeux brièvement et continuer sans un mot. Le détenu à qui la lettre était adressée fut-il découvert? Non. Et moi? Vous dirigiez à l'époque les activités agricoles du camp. Au moment de son arrestation, Lily Toffler travaillait sur l'une des plantations dont vous aviez la charge. Quel était son travail? Tant que je me souvienne, elle était chez nous dessinatrice ou secrétaire. Témoin, vous souvenez-vous de l'arrestation de Lily Toffler? Je me souviens qu'il y eut une histoire de lettres. Saviez-vous que Lily Toffler fut arrêtée à cause de cette lettre? Je crois qu'on a retrouvé la lettre dans un sac de carottes. D'où provenaient ces carottes? Je ne sais pas, elles avaient été plantées par la section médicale, comme nourriture pour les malades, je suppose. On faisait là-bas de l'expérimentation pour le compte des industries pharmaceutiques. Quelles expérimentations? Je ne sais pas. Je sais simplement que le camp était un vaste secteur industriel dont les multiples branches employaient les détenus comme main-d'œuvre. À laquelle des industries votre secteur était-il rattaché? Nous faisions partie des usines Buna de Ligue-Farben. Nous travaillions tous pour l'économie de guerre. Saviez-vous que les détenus entraient comme main-d'œuvre dans les calculs de production industrielle? Naturellement. Est-ce que les entreprises industrielles payaient des salaires pour les travailleurs détenus? Naturellement, selon certains tarifs. Quel tarif? Pour un ouvrier spécialisé, 4 marques par jour, 3 marques pour un ouvrier non spécialisé. Quelle était la durée d'une journée de travail? 11 heures. Qui percevait les salaires? L'administration du camp. C'est elle qui veillait à l'entretien des détenus. Comment les détenus étaient-ils nourris? Dans mon secteur, ils étaient bien nourris. Ne saviez-vous pas que les détenus étaient utilisés jusqu'à l'extrême limite, puis supprimés? Je me suis toujours efforcé de faire pour les détenus davantage qu'il ne m'en incombait. Je souffrais de voir les détenus forcés, chaque jour, de parcourir à pied la distance entre leurs baraques et les camps de travail. J'invoquais l'urgence absolue pour exiger que les commandos qui travaillaient dans notre secteur fussent mieux soignés et reçoivent de bonnes chaussures. Avez-vous entendu parler de mauvais traitements? Entendu parler, oui. Témoin. Étiez-vous au courant des actions d'anéantissement? Quand on était là-bas depuis près de 3 ans, on savait un peu ce qui se passait. Mais lorsque j'ai su les chiffres par la suite, ça m'a semblé incroyable. Ça m'a semblé incroyable. Témoin, vous êtes aujourd'hui conseiller ministériel. Avez-vous rencontré les accusés de ce procès après la guerre, lorsque la plupart d'entre eux furent rentrés dans la vie civile? Il se peut que j'ai rencontré l'un ou l'autre. Témoin. Le tribunal a cité comme témoins 3 anciens directeurs des entreprises industrielles en liaison avec le camp. Le premier a fourni au tribunal un certificat comme quoi il est devenu aveugle et qu'en conséquence il ne pouvait se déplacer. Le second souffre d'une fracture de la colonne vertébrale. Seul un ancien président du conseil d'administration s'est présenté. Témoin.
Travaillez-vous encore avec les entreprises qui employaient à l'époque des détenus? Percevez-vous une rente de ces entreprises? Oui. Le tribunal possède des pièces écrites où il est question de l'amitié féconde entre les entreprises industrielles et l'administration du camp. On peut y lire entre autres, à l'occasion d'un dîner, nous avons pris toutes les mesures qui concernent la prise en charge par les usines Bouna des installations véritablement remarquables du camp. Quelles étaient ces mesures? Je ne sais pas. Je faisais mon devoir, tout simplement, en cherchant à satisfaire aux exigences des autorités du Reich. Témoin, formulons clairement la vérité. Vous, témoins, ainsi que les directeurs des grands groupes, avez atteint par une consommation illimitée d'êtres humains des chiffres d'affaires annuels de plusieurs milliards. Et considérons une fois encore que les descendants de ces grands groupes alignent aujourd'hui des bilans éclatants et se trouvent, comme l'on dit, dans une nouvelle phase d'expansion. Témoin. Que savez-vous de l'arrestation de Lily Toffler? Dans le détail, je ne sais pas. Je me souviens simplement qu'on est venu la chercher. Je me suis tenu informé. On m'a répondu que l'enquête continuait. Plus tard, j'ai su qu'on avait tué Lily. Qui l'a tuée? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Témoin, vous aviez à l'époque le grade de général de brigade. N'étiez-vous pas en mesure d'intervenir lorsqu'on vous a enlevé une de vos collaboratrices? Je ne connaissais pas suffisamment son cas. N'avez-vous pas cherché à savoir le motif de son arrestation? Ceci était hors de ma compétence. C'était pourtant un enquêtement énorme dans votre secteur personnel. On vous enlevait tout simplement de votre laboratoire une personne dont vous aviez besoin pour votre production de guerre. Lily Toffler n'était pas un des éléments de pointe. Témoin, les hommes de la section politique vous étaient de loin inférieurs en grade. Comment se fait-il que vous ayez toléré cette intrusion dans votre domaine de responsabilité? Il y avait en ce temps-là un principe valable pour tous. Sois prudent dans la protection des détenus. On pouvait aller jusqu'à un certain point, mais pas plus loin. Le tribunal présente comme pièce l'enregistrement audio du détenu à qui Lily Toffler a envoyé la fameuse lettre. Le témoin répond à la question « Comment avez-vous réussi à survivre ?» Quelques jours après son incarcération dans le bunker, j'y fus transféré moi aussi. Je crus que Lily m'avait trahi, mais je n'avais été pris que comme otage avec d'autres. J'ai entendu dire là-bas que chaque matin et chaque après-midi, Lily restait 1 heure debout dans les douches, et Boger était là qui lui braquait son pistolet sur la tempe. Cela a duré 4 jours. Puis on est venu me chercher, moi et 50 détenus, pour nous fusiller. J'ai cru pendant tout ce temps-là qu'on savait que j'étais le destinataire de la lettre. On nous a fait déshabiller et aligner dans le couloir. J'ai vu le secrétaire faire une croix sur la liste derrière mon nom. Sur le papier, j'étais déjà mort. Les détenus furent conduits dans la cour et exécutés. 2 seulement étaient restés en arrière pour une raison quelconque, et j'étais un de ces 2-là. J'essayais de me cacher dans le couloir, mais le Jacob du bunker a surgi et m'a entraîné dans la cour. J'ai cru que j'allais être exécuté cette fois aussi. Mais Jacob m'a seulement montré l'amoncellement des camarades morts. Tout en haut, les 2 détenus qui avaient passé la lettre dans le camp. Un peu plus loin, sur le côté, Lily, avec 2 coups de revolver au cœur. J'ai demandé à Jacob qui l'avait tué. Il m'a dit Boger. Accusé Boger, avez-vous quelque chose à dire? Non. Merci. Témoin. D'où venait Lily Toffler? Je ne sais pas. Comment était-elle? Chaque fois que je rencontrais Lily et lui demandais « Comment vas-tu, Lily ?» elle me disait « Je vais toujours bien ».
Beaucoup de gens en Allemagne, et vous les connaissez aussi bien que moi, avaient été éduqués de la même manière autoritaire que mes parents m'avaient moi-même éduqué. Sois sage, assieds-toi à table et tais-toi lorsque ton père parle. Je suis encore hanté par ce cauchemar occasionnel que je fais lorsque je pense au repas du dimanche midi. Que je vivais comme une offense de poser mon bras gauche sur la table au lieu de le laisser étendu le long de mon corps. L'éducation autoritaire est quelque chose qui nous est très familier en Allemagne. C'est vraiment la pierre angulaire de toute critique allemande. La règle de base, c'est qu'une loi est une loi, un ordre est un ordre, les questions ne sont pas permises. C'est l'alpha et l'oméga de l'efficacité allemande, l'alpha et l'oméga de la prospérité et du confort à l'allemande, et cela depuis 150 ans. C'est donc une question d'éducation. Autoritarisme contre anti-autoritarisme. Une part de la population n'y a pas participé car c'était des nazis. Nous voilà donc en présence de la seconde catégorie, les personnes ayant été éduquées de manière autoritaire et amenées à croire que le sens du devoir est fondamental dans leur vie. La troisième catégorie est celle des opportunistes, qui participaient pour des raisons de convenance personnelle, puisque cela paye toujours plus de courir avec la meute. Hurler avec les loups présente toujours des avantages, du moins tant qu'ils hurlent encore. C'est le même problème auquel nous faisons face aujourd'hui. J'y fais face, vous y faites face. Beaucoup de gens cherchent le confort en se joignant à la majorité et s'y rallient sans prendre en considération l'éthique et les intentions de ceux qui y sont impliqués. Croyez-vous que les procès d'Auschwitz, mis à part l'impact voulu de créer une catharsis, pourraient aussi provoquer une réaction de résurgence antisémite dans la population en général, tout comme dans la jeunesse? Aucun d'entre nous n'avait jamais anticipé que le procès d'Auschwitz causerait une vague d'antisémitisme, ni la quantité énorme de courriers qui l'accompagna. Certaines de ces lettres sont de simples mises en garde, mais d'autres constituent des menaces bien plus sérieuses. Les plus significatives. Judas est le pionnier du génocide. Vous, Bauer, êtes l'artisan de cette même race. Vous minez et étranglez une nation entière tenue à certaines règles. Vous serez payé en retour de tous vos agissements. Je pense que vous voyez très bien à quoi nous faisons allusion, vous, le pleutre juriste. Bauer était déprimé, notamment au moment du procès d'Auschwitz et précisément à cause de ses origines juives. Un jour, on le menaçait de se venger de ses accusations, un autre de telle ou telle prise de position, ou de ceci ou de cela. Il recevait quantité d'appels téléphoniques. De jour comme de nuit, on pouvait l'appeler, l'interpeller, le menacer. Il devait constamment faire face aux menaces et aux insultes antisémites. C'était littéralement du harcèlement. Bauer était nerveusement et mentalement à bout, complètement déprimé. Nous n'avions jamais anticipé, même pas un tout petit peu, que ces procès horrifiants qui racontent la misère sans fin de millions de personnes nous hantraient jour et nuit. Comment cette misère sans fin de millions de personnes peut être maintenant la cause de ces explosions de haine contre le peu de ceux qui ont survécu? Cette idée n'avait jamais fait son chemin jusqu'à nos esprits. Plus nous travaillons sur ces cas, plus il est clair que nous serons incapables de les mener à terme. Une majorité du public allemand pense que tous ces procès sont en train d'arriver à leur fin. Je pense que c'est le contraire. Des centaines de procès sont devant nous. Si je vous parle de moi, moralement, je dois vous dire que
Je sens tous les murs s'écrouler sur moi de tous les côtés. Ici, je suis face à un mur. Là aussi, je suis face à un mur. Tout autour de moi est en train de s'effondrer. Il était en train de préparer au moins un dernier procès d'importance contre les anciens présidents des hautes cours de justice régionales et leurs procureurs toujours vivants. Ces derniers étaient accusés d'avoir validé le programme d'euthanasie lancé par Hitler et donc de complicité de meurtre. Nous savons que ces investigations ont rencontré de nombreuses résistances et que tout cela tournerait court après sa mort. Bauer a envoyé une demande pour l'ouverture des premières investigations à la Cour régionale de Limbourg, car l'ancienne institution d'euthanasie était située ici. Elle resta sur le bureau du juge pendant 1 an et demi. Il n'a jamais donné suite à cette demande alors qu'il avait obligation de le faire. Bauer est mort en attendant cette autorisation et son successeur a fait le nécessaire pour clore l'investigation en quelques lignes d'explication. Vous pouvez appeler ça la vengeance de la justice contre les persistances de Fritz Bauer initiées depuis le grand procès d'Auschwitz. En gros, le procès s'est terminé faute de preuves. Il faut avoir en tête que les juges qui travaillaient à cette époque étaient déjà en poste avant 1945, ce qui voulait dire qu'ils n'étaient pas disposés à voir leurs collègues au procès. Rien ne leur est jamais arrivé. Toutes les possibilités ont été utilisées pour épargner et protéger les anciens criminels nazis. Je me souviens qu'il y a de cela longtemps, je me tournais vers ma mère, mon journal intime à la main, je marchais jusqu'à elle et lui demandais « Maman, peux-tu me dire ce qu'est Dieu ?» Cette question me taraudait, comme elle peut tarauder un enfant de 6 ans et demi. Je peux me représenter précisément devant mes yeux comment elle s'est retournée et m'a répondu « Je ne peux pas te le dire, peut-être je ne pourrai jamais. » Mais il y a une parole dont tu devrais toujours te souvenir, car elle te donnera une réponse pour ta vie entière. Cette parole, je ne l'ai jamais oubliée. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Les bureaux du RSHA, l'Office central de sécurité du Troisième Reich, faisaient travailler 7000 employés. Les enquêtes ont commencé en 1963, à Berlin. À la fin, après de nombreuses requalifications de chefs d'accusation, seules 11 personnes furent jugées, 11 sur 7000. Entre-temps était arrivé un surprenant amendement. La manœuvre courante aujourd'hui consiste à masquer un ordre du jour en le glissant dans un autre qui n'a rien à voir. Les députés n'ont alors aucune conscience de la loi effective qu'ils sont en train de voter. Voici ce que contenait cet amendement. Si des caractéristiques personnelles spéciales établissant la culpabilité du criminel ne sont pas présentes, alors sa punition sera atténuée par des caractéristiques spéciales. Il faut en fait comprendre des motifs détestables comme la trahison et la cruauté. Mais comment peut-on prouver la trahison ou la cruauté d'un fonctionnaire lorsqu'il peut justifier qu'il obéissait à des ordres ? Les conséquences de cet amendement ont été que les principaux responsables n'ont jamais été poursuivis. Les députés trompés l'ont approuvé à l'unanimité. Et c'est ainsi que tous les crimes commis sous le régime nazi ont reçu leur bénédiction. Il est vraisemblable que Bauer eut pleinement conscience des effets de cette loi, mais c'était trop tard, elle était votée, ce fut quasiment un coup d'État. Si ces criminels avaient été jugés dès la fin de la guerre, ils auraient été condamnés à la peine de mort. Mais par la suite, l'Allemagne l'a aboli, ce que j'approuve par ailleurs, mais c'est un autre sujet. Leur faisant un premier cadeau avec cette loi, elle leur en fit un second en leur offrant la liberté. Pour Bauer, l'histoire s'est arrêtée là. Tout le travail qu'il avait effectué après la guerre était perdu. Ce que souhaitait Fritz Bauer plus que tout, et c'était là son critère de réussite, c'était le repentir des accusés. Si quelqu'un se repent des crimes qu'il a commis, aussi terribles soient-ils, en public ou en privé, alors pour lui la partie était gagnée. Mais aucun d'eux ne se pensait coupable. Tous restaient convaincus que leurs actes étaient légitimes, puisque quelqu'un leur avait donné un ordre. À peu de choses près, Bauer n'avait que des ennemis. Une des principales raisons était l'esprit grégaire, qui était à l'époque caractéristique de la population allemande, qui n'affichait pas un antifascisme affirmé. Bauer portait une arme, qui a été retrouvée dans son appartement. Des gens venaient le menacer jusque dans son appartement. Seuls quelques procureurs étaient autorisés à être armés. Il fallait avoir de sérieuses raisons pour ça. Les messages de Bauer ont toujours trouvé chez les étudiants un écho privilégié. Les jeunes veulent savoir. Ils ont tous vu beaucoup d'images de corps décharnés dans les camps de concentration, et maintenant ils veulent savoir comment tout cela a pu arriver.
Et Bauer leur disait à la fin de chacun de ses cours « J'espère avoir été capable d'exprimer de façon cohérente ce qui s'est passé pour empêcher que ce genre d'atrocité ne se reproduise. Surtout dans cette ère nucléaire. Rien n'appartient au passé. Tout fait partie du présent et peut ressurgir dans le futur à nouveau. » Après de nombreux appels téléphoniques à mon domicile, restés sans réponse, mon appartement a été ouvert et mon corps découvert inanimé dans la baignoire. De l'eau jusque dans ma bouche. C'est en tout cas comme cela que le département des enquêtes criminelles a décrit la scène, mes mains croisées sur mon estomac, mes jambes repliées. C'est un avocat d'État qui a rapporté les faits. Il a ouvert l'appartement, puis a appelé mon exécuteur testamentaire le matin même, quasi depuis l'appartement, car ils ont trouvé son nom sur mon testament. Ce que l'on sait, c'est que j'ai été trouvé à 1h de l'après-midi, le 1er juillet 1968. Et d'après le rapport d'enquête, quelqu'un a essayé de me joindre la veille, mais je n'ai pas répondu. D'après certaines sources, les lumières de mon appartement étaient allumées le jour J. Le 29 juin, aux alentours de midi, j'ai été vu pour la dernière fois. Fritz Bauer venait de célébrer son anniversaire. Il venait d'avoir 65 ans. Il souhaitait continuer à travailler. En tant que victime de persécutions politiques, il le pouvait jusqu'à 68 ans. On sait qu'il a été mis au courant que son extension s'appliquait à son cas et lui était garantie. Cela n'a aucun sens de demander une extension si on veut se suicider, d'autant plus si elle a été acceptée. Quand un homme de l'importance de Bauer meurt, on doit pratiquer une autopsie. Cela fait partie du protocole. On doit déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. Si l'on se réfère au code de procédure criminelle, une autopsie aurait dû être pratiquée, d'autant que Bauer avait reçu un nombre incalculable de menaces. Rien n'a été fait. Sur la façade du nouveau palais de justice de Francfort, on peut lire, gravé dans le marbre, cette inscription qu'aucun autre palais de justice ne possède. Fritz Bauer a milité ardemment pour l'obtenir. Die Würde des Menschen ist unantastbar. La dignité de